Bonsoir, bonsoir, bienvenue à cette première séance de cette série, ce cycle de conférences projection intitulé Cadavres exquis. On expliquera peut-être ou pas pourquoi ça s'appelle Cadavres exquis. Je suis très très heureux de vous savoir si nombreux pour voir de vieilles choses un peu poussiéreuses qu'on a déterrées avec l'équipe. Donc pour vous ce soir. C'est le début d'un cycle, donc en fait aujourd'hui c'est la première séance, ce sera suivi de 3 autres séances en novembre et décembre, quelques autres séances par la suite en janvier, février, mars, on n'a pas précisé, avec une journée d'études qui elle aura lieu ici même du 24 au 26 avril, qui va porter plus généralement sur le cinéma institutionnel, le cinéma éducatif, le cinéma scientifique, dont, et c'est ce qu'on était en train de découvrir, Montréal a été une des pionnières parmi d'autres. C'est un vieux rêve qui se réalise, puis je ne vais pas trop épiloguer, parce que sinon ça va prendre toute la soirée, Nino va m'assassiner. Mais je pense que c'était 2008-2009, je raconte quand même l'anecdote parce qu'elle est cocasse. Les films de 16 mm de la collection, donc le film de Montréal, qui était aux bibliothèques, se trouvait à l'époque à EPC Bio, donc Pavillon Marie-Victorin, donc les 1200 quelques films, Catherine s'en rappelle sans doute, étaient donc logés à EPC Bio. Il y avait autour de 1200 films, il y avait des films scientifiques, des films éducatifs, des films de médecine vétérinaire, tout sortes de trucs. Et Louis et moi étions les deux seuls qui allions, à l'occasion, emprunter des films là. Et la dame me dit, très ingénument, elle dit, dépêchez-vous, bientôt on va s'en débarrasser. Je vous allez vous en débarrasser. De oui, ben ça prend de la place, etc. Plus personne, il y a juste vous puis le grand qui viennent louer des films ici, étant Louis. Je dis, bon, bref, on avait fait un petit argumentaire, on avait convoqué un peu les directions de bibliothèque, on avait projeté une des magnifiques copies de cette collection-là, et on les avait convaincus, je dois dire, sans trop de difficulté, du bien fondé de garder cette collection-là. Et on s'était laissé avec une poignée de main en disant, ben maintenant, il faut en faire quelque chose, il faut l'activer. Et c'est un peu ceci qui est en train de se réaliser là, avec ce cycle et avec d'autres activités qui vont avoir lieu dans les prochaines semaines, les prochains mois. C'est un projet Cadavres exquis est un projet à la base qui a été formé par la revue Hors-Champ, dont je m'occupe avec Maud Trottier, la rédactrice en chef, avec d'autres personnes ici présents. On s'est lié au fur et à mesure avec d'autres partenaires, ce genre de projet que plus on est de fous, plus on s'amuse, dont le laboratoire Cinémédia, qui a eu la bonne idée de se procurer un numériseur film, qui nous a permis, entre autres, de vous montrer les films que vous allez voir ce soir, et dont Louis Pelletier va vous parler également plus au niveau technique. On s'est aussi lié avec d'autres partenaires, notamment on a fait une demande au CRSH, qui nous a permis, on les remercie, de financer en partie, en tout cas, ce cycle et les activités qui en découlent. Là, je vais juste... Une dernière chose que je dois vous dire. Voilà, c'est ça. Donc, je vous invite d'une part à rester jusqu'à la fin de la séance. Nous, on va vous expliquer un peu le déroulé de la séance de ce soir, mais aussi de venir voir les autres séances. Donc, vous serez informés, ou si vous voulez être informés, donnez-nous votre courriel, on va vous envoyer des informations. Le 19 novembre, le 3 décembre, le 10 décembre, vous allez découvrir toutes sortes d'autres facettes de la collection de films 16 mm de l'université. Peut-être certains sont même projetés en 16 mm, c'est ce qu'on espère faire. Donc voilà, je vous laisse sur ceci, en passant la parole à Nino, qui va venir nous introduire un peu plus largement le programme. Merci d'être là. Sinon. Bonsoir tout le monde. C'est avec, pardonnez, en fait, mon texte écrit, c'est pour me limiter. Ceux qui me connaissent savent que je peux être bavard. Donc, c'est avec une grande joie que la professeure Micheline Cambron et moi vous présentons le programme de ce soir, qui marque une première étape dans les recherches que nous menons depuis quelques mois sur le Centre audiovisuel de l'Université de Montréal. Donc, nos recherches se poursuivront dans les semaines et les mois à venir, tout d'abord avec une seconde conférence projection, le 19 novembre prochain, sur le cinéma d'animation par ordinateur à l'UDM. Ne manquez pas ça.
Et ensuite, dans une présentation plus longue, spécifiquement consacrée à l'histoire du centre, que nous allons proposer dans des journées d'études, comme André a parlé, qui se tiendront à la fin avril avec les membres de Cadavre Exquis. Comme le mentionnait André, notre cycle de conférences proposera des œuvres tirées de la collection 16 mm, héritées par les bibliothèques et les archives de l'Université de Montréal de l'ancien centre audiovisuel. Pour vous donner une idée de ces activités, merci. Donc, pour vous donner une idée de ces activités et de sa vitalité, ce centre ultramoderne, créé en 1968, et dont les activités se sont poursuivies jusqu'en 1997, comptait en 1975 pas moins de 77 employés, répartis dans 7 secteurs, et au moins 6 réalisateurs à temps plein. Nous aimerions d'ailleurs profiter de l'occasion, Micheline et moi, pour saluer un de nos invités, M. Jacques Fioré, qui était un artisan du centre dès sa fondation et qui a œuvré à titre de monteur sur de nombreuses productions. Nous saluons également Mme Mathilde Asensio, veuve du compositeur José Evangelista, dont une des œuvres de jeunesse, coécrite avec Michel Lontin, sera à l'honneur ce soir dans le dernier film au programme. Quant aux collections héritées du centre audiovisuel, ce qui en a été conservé témoigne de façon éloquente de la vitalité de son secteur animation, opération, production et de son importante audio-vidéothèque. Nous parlons ici de près de 1200 bobines 16 mm, toujours conservées par les bibliothèques de l'Université de Montréal, et d'une masse de plus de 4000 documents audiovisuels préservés à la division des archives. Micheline et moi tenons d'ailleurs à remercier très sincèrement les bibliothèques et les archives de l'UDM, des précieux partenaires sans qui nous ne pourrions vous présenter le programme de ce soir. Parmi la montagne de documents réalisés autant par l'UDM que par d'autres institutions et qui se retrouvent dans ces fonds, Micheline et moi avons choisi de nous pencher sur les films produits spécifiquement par le Centre audiovisuel. Qui dit film scientifique, dit aussi film sur les institutions de la science, plus particulièrement aujourd'hui les films produits par les institutions scientifiques sur elles-mêmes. Les films que nous présentons ce soir donnent, à travers la vision que l'Université de Montréal a de la science et d'elle-même et qu'elle veut projeter, une sorte de toile de fond pour comprendre les séances à venir de Cadavre Exquis. Notre postulat est très simple. Tous les films d'une institution scientifique disent quelque chose de cette institution, à plus forte raison les films qu'elle produit et qu'elle produit sur elle-même. Ces films, que disent-ils de l'université et de la société qui les a produits? C'est la question que nous nous posons ce soir. Comme vous l'aurez vu dans les notes de programme, nous débutons ce soir le cycle de Cadavre Exquis avec des films qui datent de bien avant la création du Centre audiovisuel, en 1968. Il s'agit pour nous d'une façon de rappeler, à l'occasion de la séance inaugurale, que très tôt dans son histoire, notre institution, avide de modernité, collectionnait, produisait et utilisait couramment les films scientifiques comme moyen d'enseignement et de rayonnement à travers le monde. Parmi les films que nous vous présentons, 3 ont été produits avec la participation explicite de l'UDM et font partie des collections des bibliothèques et des archives de l'université. Un 4e film s'est toutefois imposé à nous en cours de route en raison de sa singularité et surtout parce que nous avons la chance de travailler aux côtés d'un chercheur et d'un collectionneur exceptionnel, Louis Pelletier, qui a mis à notre disposition et numérisé une copie d'un court reportage de l'ONF datant de 1942, tiré de ses propres collections. Dans l'état de nos recherches, c'est le plus vieux film professionnel portant exclusivement sur l'UDM que nous ayons identifié, et nous sommes très heureux de vous le présenter ce soir comme première partie de notre Cadavre Exquis. Car un cadavre exquis, c'en est réellement un. En vous présentant l'un à la suite de l'autre 4 courts films sur l'Université de Montréal, 4 regards qui se parlent et se répondent sur une période de 30 ans, de 1942 à 1972, nous espérons pouvoir faire jaillir, à la manière du jeu poétique des surréalistes, un sens inédit. Les projections seront suivies d'une discussion entre Micheline Cambron et Frédéric Bouchard et d'une période de questions du public qui, nous en sommes certains, sera riche en réflexions.
sans plus attendre, je laisse la parole à ma collègue Micheline Cambron qui présentera chacun des films. Bonjour à tous. Alors, je vais présenter les films juste avant qu'on ne les projette. L'objectif, c'est pas vraiment de les résumer, c'est de donner quelques informations contextuelles qui vont vous permettre de voir des choses qui peut-être autrement passeraient inaperçues, mais aussi de mettre en relief la dimension sérielle de ces films. Il faut imaginer que, de façon générale, ces films ont été vus déjà par ceux qui réalisent le film suivant. Et donc, il nous paraissait important de créer ces liens. Alors, le tout premier film s'intitule poétiquement Reportage 77. À l'été 1942, l'Université de Montréal doit quitter l'édifice de la rue Saint-Denis à la demande de l'armée canadienne. L'édifice de la montagne n'est pas entièrement achevé, mais le déménagement a tout de même lieu. L'université doit en outre composer avec les demandes du gouvernement fédéral qui souhaite utiliser le campus pour la formation des jeunes recrues pour l'armée. Le nouveau campus ne sera officiellement inauguré par le chancelier, Monseigneur Champonneau, et en présence du premier ministre, M. Adélard Godbout, que le 4 mai 1943. Pourtant, un film réalisé et scénarisé en 1942 par Jacques Brunet et produit par Vincent Paquette, premier réalisateur canadien-français de la toute nouvelle institution qu'est l'ONF, porte sur l'Université de Montréal et magnifie à la fois sa mission et son lieu. Toutefois, si les cadrages placent en leur centre les édifices, il faut vous dire que c'est parce que les espaces qui les entourent ne sont pas aménagés. Donc, il y a une nécessité narrative. La narration qui accompagne le mouvement des universitaires qui gravissent les escaliers vers le grand auditorium est explicite. Nous vous invitons à visiter avec nous ce grandiose édifice. Pénétrant dans l'immensité de son architecture, nous traverserons les salles de cours et divers laboratoires. L'accent est mis dès le départ sur la modernité des installations et des pratiques. On voit l'utilisation de films scientifiques dans un cadre pédagogique. On insiste sur le développement récent de la science, physique nucléaire, développement de sérums et de vaccins. L'activité dans les laboratoires de médecine est présentée comme participant à la marche vers le progrès. Le film sera distribué par France Film. Il faut donc imaginer qu'il est diffusé dans les cinémas, en complément de programme ou en guise d'actualité filmée. L'ONF a été fondée en 1939 pour soutenir l'effort de guerre, et il n'y a rien d'étonnant à découvrir que l'université est ici présentée comme une manifestation de l'union du Canada français, hommes et femmes, civils et soldats, pour la victoire. Vous remarquerez la présence de nombreuses femmes. On évoque même la première femme étudiante de médecine acceptée en 1924. Mais les plus nombreuses s'activent dans le film dans des laboratoires, en hygiène ou en microbiologie. Certes, il faut penser qu'elles remplacent les hommes appelés au combat. Mais il faut aussi savoir que la formation scientifique qui leur a été offerte dans certains collèges féminins dépasse et de très loin la piètre initiation offerte dans la plupart des collèges classiques. Leur contribution est donc essentielle. Les programmes mis en valeur, vous allez les voir énumérés, sont liés explicitement à la guerre et au champ de bataille. Mais le film expose aussi la présence de l'armée sur le campus. En plus de leur entraînement militaire, les recrues suivent des cours de sciences dans les salles du futur hôpital, dont l'absence se trouve ainsi évidée. On va courir après ce futur hôpital pendant de nombreuses décennies. Ils y résident aussi sur le campus, profitant d'une bibliothèque, la bibliothèque Saint-Sulpice est fermée, et de salles de repos. On trouve donc tout à l'université. Elle est véritablement, comme on dit dans le film, une ville dans la ville. Heureusement, car autour règne un véritable désert alimentaire et culturel. Je soulignerai un dernier trait. L'université est présentée dans le film comme participant étroitement à la vie collective. Les étudiants de dentisterie soignent gratuitement les citoyens pauvres.
Les futurs microbiologistes combattent la tuberculose et découvrent les principes de la cicatrisation. La faculté des sciences se préoccupe du combat contre les insectes et étudie les poissons de nos eaux. L'université est ainsi au service de toute la collectivité et tous les milieux sociaux profitent de son élan vers les sommets. Je vais passer la parole à Louis qui va vous donner des informations sur les copies qui ont été utilisées. Bonsoir, merci d'être venu. Je vais rapidement donner quelques données techniques sur les 4 copies. Donc, 4 films qui partagent le thème l'Université de Montréal, mais de producteurs différents. Cette hétérogénéité-là, ça se manifeste aussi à travers l'histoire des copies. Donc, rapidement, la première, reportage numéro 77, c'est une production de l'ONF qui présentement n'est pas disponible en copie numérique en ligne. Certainement, il y a des éléments de meilleure qualité qui existent dans les archives de l'ONF. Nous, pour des raisons budgétaires et autres, on s'est contenté de ma copie 16 mm, qui est une copie d'époque qui est, c'est bien, c'est elle qui ouvre le programme, ça va aller en s'améliorant, c'est celle qui a le plus souffert. Donc 16 mm, c'est problématique, surtout on fait pour le son. Son optique 16 mm, ça reste une technologie de 1930. Copie 16 mm, ça indique que Micheline a absolument raison. Le film a circulé en salle, mais il y avait également l'ONF qui animait des circuits parallèles de projection 16 mm dans les sous-sols d'églises et salles paroissiales. C'était clé pour l'effort de guerre, la propagande, l'éducation populaire pendant les années 1940. Donc, le film a été numérisé à partir d'une copie 16 mm qui était destinée à cette exploitation-là, puis qui a vraisemblablement pas mal circulé parce que, la copie a malheureusement très vécu. Le film suivant, Le Foyer du Progrès, c'est une production de Associated Screen News qui était des années 20 aux années 50 le plus grand producteur privé de films au Canada. C'est le Canadien Pacifique qui avait financé, créé ce studio-là pour produire toutes sortes de films, mais entre autres des films, des courts-métrages pour les salles, mais aussi beaucoup de films de commande. Donc celui on devine que c'est pour une commande de l'Université de Montréal. En fait, peut-être que Michel n'aura pas plus d'informations. Mais bref, c'est le producteur privé le plus important au Canada qui tourne en 35. La copie, la division des archives nous a fourni une copie 16 mm conservée à l'Université de Montréal, mais on a plutôt obtenu une copie, numérisation d'une copie de 35 mm conservée par Bibliothèque Archives Canada qui, vous le devinerez, est de vraiment meilleure qualité. Le film suivant, L'Arbre, 1960, un producteur privé important à Montréal, entre autres parce que Fernand Séguin était un des principaux artisans liés à cette compagnie-là, Niagara Film. La copie 16 mm provient des archives de l'Université de Montréal. Malheureusement, c'est un cas c'est un film couleur. Ce ne sera pas évident avec ce que vous allez voir. C'est qu'il y a des émulsions qui ont été utilisées comme le Eastman Color à travers les époques qui se conservent mal. Les pigments bleus et verts s'estompent, disparaissent. Et puis, 60 quelques années après, il nous reste simplement le rouge. Donc, le film n'avait pas l'air de ce que vous allez voir. On l'a numérisé au laboratoire Cinémédia, mais quand tous les bleus, les verts sont disparus des éléments qu'on a reçus, c'est dur de restituer la palette chromatique originale. Donc, oui, c'est un film également qui a du vécu. Le dernier, par contre, je m'universifie, on a un peu plus de succès. La copie, les éléments viennent toujours des archives de l'Université de Montréal. Dans ce cas, c'est un film couleur, mais j'ai reçu plusieurs contenants beaucoup, des contenants qui contiennent, qui renfermaient plusieurs types d'éléments. J'avais une copie 0, j'avais les éléments de tournage originaux montés. Il y a un débat en cinémathèque sur qu'est-ce qu'on doit utiliser pour une restauration. Les éléments caméra sont supérieurs d'un point de vue strictement visuel, mais les effets optiques, la colorimétrie, l'étalonnage, c'est plutôt dans la copie 0 qu'on l'a. Ici, ce qui a été déterminant, c'est que la copie 0, les copies de projection avaient des problèmes de couleurs qui s'estompent. Les couleurs avaient beaucoup mieux tenu sur les éléments de caméra originaux. C'est ce que j'ai utilisé pour la restauration. C'est devenu une aventure où
Par exemple, mes collègues vous diront probablement quelques mots sur Marie-André Bertrand, qui est une professeure de criminologie vraiment importante ici, qui avait disparu de la copie de projection qui existe en exemplaires multiples au centre de conservation. J'ai retrouvé Mme Bertrand dans les chutes, et puis en fait la piste optique que j'avais contenait le segment avec l'entretien avec Mme Bertrand, mais les images avaient été excisées de la bande images montées. Donc, dans les derniers jours, j'ai réussi à remonter tout ça, à tout resynchroniser. Donc, vous allez être probablement les premiers à voir les images de Mme Bertrand depuis peut-être 50 ans à peu près. Je pense que c'est un des moments forts du film. Sinon, donc on a reconstitué le film. En fait, Nino a peut-être plus de choses à dire là-dessus. Ce qui est intéressant, quand on plonge dans les archives, généralement, c'est bien, on se rend compte que les choses sont plus complexes que ce qu'on croyait. Donc ici, c'est un film qui, de toute évidence, a circulé ou a existé dans plusieurs itérations de différentes versions. Et puis Nino a fait un travail plus poussé de comparaison de la copie qui avait déjà été numérisée par les archives il y a plusieurs années à partir, c'était passé par bande vidéo, etc. Il y a des différences assez notables dans la version qu'on a retrouvée dans les archives. Et puis ça va au-delà de la présence de Mme Bertrand. Dernier mot à dire là-dessus, bon peut-être, c'est un work in progress. Je ne suis pas un expert encore de colorimétrie, et puis il y a peut-être encore un peu de travail à faire sur la colo de la version qu'on va présenter. S'il y a des experts ici qui veulent me donner des retours après la projection, les critiques constructives sont bienvenues. Dernier avertissement, c'est que le film, vous allez voir qu'il est assez avant-gardiste à plusieurs égards, se termine par 1 minute de noir avec un monologue sur du noir. Ce n'est pas un problème de projection, ce n'est pas un problème de copie. Il y a du noir dans les éléments originaux montés, il y a du noir sur la copie 0 et il y a du noir sur les copies de projection du centre de conservation. Donc c'est vraiment le film tel que voulu par Constantin Fotinas, le réalisateur. C'est une autre des nombreuses audaces de ce film surprenant, étonnant-là. Donc voilà, pour ceux qui s'intéressent, je serai disponible ensuite pour répondre aux questions techniques. Alors, vous allez maintenant voir Le foyer du progrès, qui est un film qui a été tourné en français, mais pour lequel existe une version qui avait été traduite. Donc, on peut imaginer 2 circuits différents. Pour ce film-là, alors je ne vais pas reprendre les informations qui vous ont tout à l'heure été données par Louis et que vous voyez à l'écran, mais peut-être insister sur le fait que ce film qui est tourné en 1947 est tourné aussi au moment d'une grande campagne de financement qui va être particulièrement fructueuse grâce à l'appui de Camillien Houd et de la Ville de Montréal et à des outils publicitaires, dans les journaux en particulier, qui mettent à contribution de nombreux acteurs de la société civile. Alors, des pleines pages de publicité, hein, Dupuis Frères aide l'université. Donc, il y a vraiment là, un mouvement puissant et ce foyer du progrès, il emporte les marques. Il a été tourné effectivement en 1947, mais ce qui frappe quand on regarde ce film, c'est le retour vers le passé qui s'impose au début. Alors, après avoir monté les marches des édifices tout neufs, on fait une brève incursion du côté des origines de l'université, depuis les débuts de la colonie, à travers la figure des sulpiciels et leur enseignement de la théologie étant une matière universitaire. Puis, on est né de la période où l'université n'est qu'une succursale de l'Université Laval, pour sauter directement en 1947, alors que l'université sur la montagne est moderne, comme la ville de Montréal, et contribue à la modernité de tout. Hein. Il y a une sorte de symbiose entre la modernité de la ville et la modernité de l'université. L'énumération des différents programmes de sciences pures et appliquées est assez exhaustive. Physique, microbiologie, hygiène, optométrie, pharmacie, diététique, enseignements sont évoqués grâce à de brèves scènes captées dans des laboratoires et des amphithéâtres. Ici encore, l'accent est mis sur la proximité entre les préoccupations des chercheurs et les besoins de la société. Combattre les coquerelles, mais aussi diffuser ici et ailleurs dans le monde le BCG contre la tuberculose.
mais on met aussi en évidence des secteurs soutenus par d'importantes fondations américaines, dont les fondations Rockefeller et Carnegie, comme par exemple l'Institut de diététique et de nutrition, qui a été fondé par Mary Doreen Smith en 1942. Autrement dit, ce n'est pas seulement pour voir de jolies jeunes filles qu'on parle de ce programme particulier. Il était une condition pour l'obtention d'une subvention. Et donc, il faut comprendre que ce film est un film qui doit servir aussi à rassurer ceux qui versent des sous à l'université. Il est encore question de l'hôpital d'enseignement qui reste à construire. Celui-ci est au cœur de la campagne de 1947. Et on évoque bien sûr le choix de l'Université de Montréal pour la tenue du congrès de l'Organisation internationale du travail en 1946. La présence féminine est aussi notable dans le foyer du progrès. Il y a une femme dans l'amphithéâtre de médecine et en entomologie, on voit un professeur, un étudiant et une étudiante. Mais surtout, vous observerez que dans les foules qui montent ou descendent les escaliers, traversent les halls et les esplanades, les foules qui descendent des autobus, les femmes sont nettement majoritaires. Vous noterez aussi l'insistance mise sur la réputation de l'Université de Montréal. Alors, c'était présent un peu dans le film précédent, mais là, il y a comme une croissance de ce désir de montrer la réputation de l'université. La faculté de médecine dentaire est la 6e plus importante au monde à offrir des cours en français. Le programme de dentisterie attire des étudiants originaires du Canada et des États-Unis. Les diplômés sont aussi mis en valeur. On signale que l'architecte du campus sur la montagne est Ernest Cormier, un diplômé. Mais les étudiants sont aussi bien présents et autrement que de la façon dont on les a vus dans le film précédent. On les voit à la chapelle, mais aussi à la cafétéria, à la bibliothèque ou dans les foyers où ils discutent. L'AGUM est présenté comme un organisme important qui vend ou offre des billets de spectacles culturels et sportifs. Je ne suis pas convaincue que les membres de l'AGUM en ont été heureux. Saisis le plus souvent en plan rapproché, les étudiants ne semblent pas former un véritable corps constitué, non plus que les professeurs, qui ne sont d'ailleurs pas toujours identifiés. Cela tient peut-être au fait que les facultés de philosophie, de lettres, de sciences sociales, pourtant présentées comme la source des valeurs universitaires, ne sont nommées qu'en toute fin de course, un peu à la va-vite. Peut-être leur présence dans l'espace public, grâce à l'émission Radio-Collège de Radio-Canada, invite-t-elle à les imaginer déjà connus? Vous en jugerez. Alors, je vais vous parler de l'art pendant qu'on essaie d'installer le document. Ce film, il a été tourné en 1961, à la rentrée 1961, par une entreprise qui s'appelle Niagara Film, qui est une entreprise dont Louis a parlé tout à l'heure, qui est en bonne partie propriété de Fernand Séguin, qui co-signe d'ailleurs le texte avec le réalisateur Jacques Marceau. Ce film, il est, peut-on lire à l'écran, produit avec le concours de l'Université de Montréal. La collaboration de Séguin à Radio-Collège, qui a été en ondes de 1941 à 1956, en a fait une figure très connue dans l'espace public québécois. Niagara Film est très actif entre 1960 et 1963, produisant des films, des séries télé, des publicités pour la télévision. L'art a manifestement circulé. Ça a été confirmé tout à l'heure par notre ami Louis. Il a donné lieu à une mention et à une critique très négative de Jean-Pierre Lefebvre, qui n'avait vraiment pas été enthousiasmé. Mais nulle trace n'a été véritablement retrouvée des lieux où il a été diffusé. Donc là, il y a un travail documentaire qui reste à faire. Tout comme le foyer du progrès, l'Arbre fait remonter l'origine de l'université aux origines de Montréal. Il évoque son statut de succursale, il insiste sur son indépendance en montrant les papiers officiels et il insiste aussi sur son inscription dans la modernité. La métaphore de l'arbre, qui est maintes fois reprise, souligne les progrès de l'université au fil du temps. Le scénario entrelace le nouveau et le plus ancien. Ainsi, l'herbier de Marie-Victorin, qu'on entreaperçoit
au bas de l'écran, à un moment donné, côtoie la nouveauté de l'hygiène nucléaire et l'intérêt de la diététique. Donc, vous voyez, c'est un film qui a une architecture narrative un peu moins nette que ceux qui ont précédé. Semblablement, le protocole ancien du Conseil des gouverneurs, avec tous les monseigneurs qui sont là d'office, se termine sur les projets de nouveaux instituts, celui d'études afro-asiatiques et celui d'urbanisme. Toutefois, ici encore, c'est la science qui se taille la part du lion, et les disciplines non scientifiques sont à peine évoquées. Et elles le sont principalement dans 2 scènes d'amphithéâtre, dont l'une est en droit, et on y voit Marc Laurando, et dont l'autre se passe sans doute en philosophie, mais peut-être aussi en exégèse. Il n'y a rien d'extrêmement clair. D'autres figures connues sont repérables. Alors, tout à l'heure, il y avait des gens que moi j'ai déjà vus sur des photos universitaires, là, des gens des départements de sciences, mais là, ce sont des figures encore connues. Alors, vous allez voir passer Denis Arcand, qui porte un autre nom dans le film. Vous allez voir passer Marc Laurando, et vous allez voir passer aussi brièvement Serge Grenier, qui agit comme liftier. Je crois pour ma part avoir vu également Pierre Dansereau, qui quitte l'université cette année-là, aux grandes dames des étudiants qui sont au quartier latin et qui s'en plaignent tout. La modernité prend ici principalement la forme d'objets dits modernes. Usage de films scientifiques, de reportages dans l'enseignement, maquettes diverses, mais aussi objets familiers, des automobiles, une télé, un supermarché, les plateaux et les tapis roulants de la cafétéria. Contrairement aux films précédents, la mixité est massive, de même que les signes d'émancipation féminine, comme fumer des cigarettes, boire un verre d'alcool. Et plusieurs scènes montrent les étudiantes et les étudiants dans leurs loisirs entre les cours. Les dialogues, collés en post-synchro, semblent, je crois que vous serez d'accord avec nous, artificiels, et les étudiants semblent jouer le rôle de figurants, comme le confirme Denis Arcand dans un entretien qu'il a accordé à notre ami Nino, qui ne semble pas avoir été ravi de son expérience, d'autant que dans le film, il se présente lui aussi sous un autre nom. La métaphore de l'arbre et la musique font ressurgir régulièrement dans le récit l'environnement de l'université et sa tour centrale, qui semble pétrifiée, saisie en contre-plongée, toujours de la même façon ou presque. La présence, je dirais, il y a une sorte de nostalgie. On a l'impression qu'on assiste à une fin et c'est d'autant plus surprenant et décevant pour les spectateurs, dont vous serez peut-être bientôt déçus, que lorsqu'on lit Le quartier latin entre 1960 et 1962, on se trouve face à une équipe assez extraordinaire, à des textes très engagés au plan social, et toutes les occasions sont bonnes pour montrer les relations étroites que la vie universitaire entretient avec la société québécoise et montréalaise. Et là, on ne voit pas grand-chose de ça. Une sorte d'énigme à déchiffrer. La même année sera tournée par des étudiants, dont Denis Héroux, Denis Arcand et Stéphane Venn, qui signent les scénarios, grâce au budget consenti par la GUM, le film « Seul ou avec d'autres », d'une facture toute différente. Le film « Seul ou avec d'autres » était annoncé de cette façon-ci. Est-ce qu'on l'a encore? Voilà. Alors, un film bleu et or, un long métrage étudiant par les étudiants, remplace pour cette année la revue Bleu et Or, réalisée avec le concours de cinéastes professionnels. La caméra plongée dans le milieu universitaire, la vie des étudiants mise à nu. Un film osé, quand même. Les acteurs sont tous des étudiants, les actrices tous des étudiantes, de préférence les plus éveillantes de parmi celles. Distribution sur une grande échelle cet hiver, réalisateur Denis Héroux. Alors,
ce film-là, il est en démarquage à peu près complet avec ce qui précède, même s'il y a une petite scène égrillarde d'un goût un peu douteux que je vous laisse découvrir, qui apparaît à un moment donné dans le film. Alors on va aller vers une poésie d'un autre âge, pourrait-on dire, puisque je m'universifie, on va voir maintenant. C'est un film qui a été tourné en 1972 et qui s'inscrit dans une veine assez différente des trois autres. Il est présenté par le Bureau d'information et le Centre audiovisuel de l'Université de Montréal et il met à contribution une large équipe dont les membres figurent au générique, ce qui est très nouveau. Hein, vous avez vu, les génériques, c'est quelque chose de modeste jusque-là. L'équipe est placée sous la houlette de Constantin Fotinas, qui est réalisateur, et d'Henriette Major, qui est productrice. Il met en scène des lieux, des sons et des membres du monde universitaire. Il est composé de 4 parties distinctes que je décrirai très, très sommairement. Alors d'abord, un long travelling durant lequel la caméra traverse le campus et où on entend énumérer les diverses composantes de l'université qui sont filmées dans leurs espaces respectifs. Tout ça, c'est accompagné de musique électroacoustique et il y a des surimpressions d'images et de voix qui donnent à l'ensemble une dimension expérimentale dont la visée esthétique est nette. L'université est alors captée comme le cœur de la ville. Vous avez vu que cette idée de la ville dans la ville, du cœur de la ville, c'est un motif récurrent. On la voit comme le cœur de la ville, mais surtout, on la voit de partout. On y arrive de partout, de préférence en auto, bien sûr. Et on la voit tellement de partout qu'il y a une scène où on la voit depuis l'oratoire. Alors, on se demande l'intérêt que ça peut présenter, mais c'est comme ça. Elle fascine, en tout cas. Des informations factuelles se superposent à cette trame, le nombre d'étudiants, le nombre d'unités d'enseignement, et dans une séquence de la version précédemment diffusée par les archives de l'Université de Montréal, qui est différente de la nouvelle version, il y a même un mantra dans lequel on répète le nom de l'Université de Montréal en plusieurs langues, plus ou moins déchiffrables, avec un corollaire, la plus grande université de langue française en Amérique. La deuxième partie présente de courts extraits qui mettent en scène 4 professeurs. C'est la partie qui est, je crois, la plus fascinante. Le premier discute d'un montage expérimental en physique nucléaire avec 2 étudiants. Le troisième, du partage des tâches entre les hommes et les femmes dans les sociétés traditionnelles autochtones, avec un groupe d'étudiants rassemblés comme dans un séminaire. Les 2 autres, le second et le quatrième, présentent leur conception de l'enseignement universitaire. Ils sont nommément identifiés, clairement identifiés, et on voit dans leur discours que l'enseignement magistral traditionnel est assez violemment écarté, que l'esprit critique et l'imagination sont présentés comme les traits du renouvellement de l'enseignement universitaire. Le ton est nettement contestataire. Cette contestation se poursuit, puisque le générique est présenté tout de suite après, au milieu du film, donc, sur des cartels écrits à la main, et cette présentation est ponctuée par le slogan « Ce n'est qu'un début, notre film continue », qui, bien sûr, nous fait penser à « Et c'est pas fini, ça continue », écrit par Stéphane Venn, qui ne sort pourtant que l'année suivante. Un court film qui semble promotionnel constitue la 3e partie, avec des chansons de Charles Bois et de Santana. Une sorte d'invitation faite aux étudiantes et aux étudiants de s'y inscrire et de s'y retrouver dans une sorte d'esprit hippie, avec plein de jeunes assis dans le gazon. Une publicité qui s'oppose à celle de l'UQAM? Peut-être. 4e partie, des étudiants discutent autour de tables disposées sur des agoras à l'occasion de la semaine de la rentrée. Les commentaires sont parfois désabusés, parfois accablés. Les groupes sont mixtes, là, comme dans les scènes précédentes. On mange, on boit, on fume. Ici encore une scène à une dimension érotique qui, cette fois, est franchement de mauvais goût. Je vous laisse en juger.
Vous verrez alors qu'on passe à une dernière partie, c'est le noir dont Louis vous a parlé. Hein? Alors, jusqu'à cet après-midi, j'étais encore à la recherche du morceau manquant, mais il semble bien que ça n'ait pas beaucoup d'importance, d'autant que vous allez entendre les paroles qui sont dites au moment de ce noir, et ça s'oppose nettement au film de 42, alors que les réponses semblaient déjà trouvées, puisqu'à ce moment, elles semblent désormais bien lointaines pour celui qui s'interroge. Alors, merci beaucoup, M. le doyen, d'avoir accepté de participer à cette activité, accepter notre invitation. Vous venez avec nous tous de voir 4 films qui sont conservés aux archives, dont la mission implicite était de présenter l'Université de Montréal. Avez-vous été surpris des images qu'on y trouve, de la définition de l'université qui en ressort? Les quatre films, même s'ils n'avaient pas la même fonction, les 4, c'était un idéal. Donc, ce n'était pas l'idéal des mêmes personnes, mais c'était quelque chose qui n'existait pas. Et dans les 4 films, c'était ce qu'ils voulaient que l'université soit. Ils présentaient comme si c'était un état de fait, mais à chaque fois, c'était magnifié, c'était exagéré, puis ou c'était une ambition assumée. Et donc, moi, j'ai beaucoup apprécié la mise en contexte, c'était de voir qui était en contrôle, en fait, de l'idéal exprimé. Et donc, dans le dernier, parce que c'est plus divertissant là, à plusieurs égards, moi, ce que je voudrais vraiment savoir, c'est que, bon, ça a été commandé par quelqu'un, je suis presque certain que la personne qui l'a commandé ne partageait pas la vision. Et donc là, ici, il y a eu un conflit, il y a eu un désaccord artistique. L'ONF, au début, c'était un classique de l'ONF. Je veux dire, on le reconnaissait vraiment à plusieurs égards. Mais c'est des idéaux. Les 3 premiers, c'était vraiment le progrès. Le 4e, il y avait de l'utopie puis de la dystopie. Là. Il y avait les deux qui étaient... en tout cas, là, je parle à titre personnel. Là. Et c'était pas aussi clair comme message. Les 3 premiers, c'était le progrès complètement assumé, un dans le titre. Et donc ça, je dirais que c'est le premier... dans les 4 cas, ben, c'était un idéal de celui ou celle là, qui a commandé ou fait le film. Je pense que vous avez bien raison. Il y a cette dimension d'espérance qu'on va se conformer à ce qu'on décrit. Évidemment, on l'espère d'autant plus que dans certains cas, on espère qu'il y a des donateurs qui vont vouloir espérer avec nous. Donc là, il y a une sorte de confirmation là, qui est particulièrement vive. Mais il y a des éléments qui sont quand même un peu surprenants. Alors, par exemple, moi, j'ai été très surprise de voir à quel point, sauf dans le tout dernier film, tout ce qui relève des lettres, des sciences humaines, des sciences sociales, c'était élidé. Vraiment élidé. Est-ce que vous avez des hypothèses quant à cette élision? Qu'est-ce qui vous semble avoir conduit à ça? On prend quand même la peine d'évoquer dans 2 des 3 premiers films les origines de l'Université de Montréal avec les Sulpiciens puis le Grand Séminaire, mais en même temps, c'est comme s'il ne restait pas de traces de ça. Je vais commencer par une petite anecdote. Okay? Chaque année, moi, c'est une obsession personnelle, là, mais on fait une carte de Noël, une carte de vœux pour qu'on envoie à des donateurs, des partenaires, des choses comme ça. Et là, c'est une obsession personnelle, mais moi, je veux qu'on la fasse. Je ne veux pas en acheter. Je veux qu'on fasse quelque chose qui représente la faculté. Le défi, chaque année, puis là, c'est un bout de carton, c'est pas un film, c'est comment on donne de la visibilité lettres, sciences humaines, sciences sociales. Sciences naturelles a une culture matérielle,
Il y en a en sciences sociales ici et là. Dans l'anthropologie, on en a parlé, on l'a vu dans les films. Oui. Donc, il y a un défi de représentation visuelle de beaucoup de disciplines. Et c'est pas bien ou mal, là, c'est juste... Moi, je suis un prof de philo. Je pourrais mettre du texte, mais visuellement, c'est pas aussi facile que de mettre un gros appareil rutilant. Donc, il y a quelque chose dans... je ne suis pas réalisateur, là, mais mettons de côté, disons, les choix idéologiques ou les choix de mise en valeur. C'est difficile de représenter ces disciplines-là. Et donc, il y a un défi supplémentaire, je dirais. Et là, s'ajoute à ça le fait que là, on voit l'époque de construction du pavillon Roger Gaudry, du pavillon principal, puis les laboratoires de recherche, à quel point l'instrumentation était quelque chose qui était radicalement différent de l'expérience de la plupart des Québécois. Là, je parle des appareils scientifiques. Parce que la plupart, il y avait, sous-scolarisation, je ne veux pas l'exagérer, le rendu là, il y en avait déjà plus qu'il y avait eu, mais on parle de laboratoires scientifiques équipés, on parle de microscopes, d'équipements d'animalerie. C'était quelque chose qui était radicalement nouveau. Donc, si on souhaite représenter l'université, l'idéal de l'université comme étant quelque chose de différent du présent, qui est dans l'avenir, bien, la façon la plus facile de la représenter, c'est par des expériences que très peu de Québécois ont accédé. Je pense que ça, c'est une partie. L'autre partie, puis on le voit dans le dernier film, c'est que peut-être que s'il y avait une représentation assez fidèle de ce qui se faisait en lettres sciences humaines, sciences sociales, parce qu'il y en avait beaucoup à l'Université de Montréal, ça a été des propos que les commanditaires ne voulaient pas représenter. Donc, là, il y a un microscope, c'est pas contestataire. Je veux dire, c'est un objet. Donc, quelque part, les gens qui parlent d'un microscope, c'est pas subversif, là, ou c'est pas subversif de la même manière. Donc, moi, je dirais, c'était frappant, mais ça ne m'a pas surpris. C'était frappant parce qu'il y avait énormément de sciences humaines, sciences sociales à l'Université de Montréal. Donc, c'est une omission qui est frappante, mais autant en termes je dirais, de frapper l'imaginaire pour quelqu'un disons, qui n'a pas d'idée préconçue par rapport à la valeur de différentes disciplines, mais la culture matérielle, les sciences naturelles, les sciences biomédicales est frappante. J'ajouterais un élément qui, lui, je dirais, pourrait excuser peut-être le premier film, peut-être le deuxième, mais pas le troisième dans cette lecture-là. C'est que, puis là, c'est plus une question d'histoire des sciences, mais la recherche scientifique soutenue par les institutions est quelque chose de très récent. Et donc, en Amérique du Nord, ça a commencé vraiment au 20e siècle. Il y avait de la recherche avant, mais c'était de la recherche qui était souvent, j'ai envie de dire, artisanale. C'est là où la professeure souhaitait faire de la recherche et s'organisait par ses propres moyens ou avec ses contacts. Mais la recherche soutenue par l'État ou soutenue même par les fondations, c'est vraiment une créature. L'université allemande a mis l'importance du développement du savoir, 18e, 19e siècle. Mais la recherche soutenue par l'État au 20e siècle, c'est suite à la guerre. Et c'était, donc le biomédical dont on entend parler, c'est beaucoup lié au militaire. Et ensuite, c'est le développement industriel. Donc la recherche soutenue par l'État, jusqu'à très récemment, là, c'est pas juste l'Université de Montréal, là, je parle en Amérique du Nord, c'est quelque chose qui est d'abord et avant tout industriel, mais pas juste sciences naturelles, mais industriel. Et le biomédical, c'est beaucoup militaire. C'est suite à la guerre. Puis là, ensuite, ça s'est développé dans d'autres secteurs. Et donc, moi, j'étais agréablement surpris à quel point on parlait de recherche dès le film de l'ONF. Mais c'était un film de propagande et c'était de la recherche qui était non seulement utile, mais utile
un peu au développement économique, mais dans le film de l'ONF, c'est au biomédical sur des questions. Effort de guerre. Effort de guerre. Donc, je dirais que ça prend du temps avant que la représentation de la recherche sorte de cela. Et donc, il y a le regard sur les disciplines scientifiques, les disciplines universitaires qui leur place à l'université. Mais dès qu'un film veut mettre beaucoup de place à la recherche, il y a des très bonnes chances qu'ils mettent l'accent sur la recherche telle qu'elle était soutenue à l'époque. Puis ça, c'était beaucoup industriel, militaire, biomédical. C'est très frappant dans le film de voir à quel point les scènes liées à la recherche biomédicale ou à la recherche de pointe là, qui se fait à l'époque sont généralement des scènes où ce qu'on met en valeur, c'est la quantité de personnes qui cherchent en même temps. Ça m'a beaucoup frappé. La scène, là, l'étage complet de dentisterie, là, mais on voit ça ailleurs aussi, les jeunes filles qui manipulent leurs éprouvettes, là, elles ne sont pas seules, il y a beaucoup de monde. Et donc, il y a cette idée d'une sorte de, je ne sais pas, d'expansion du savoir qui est liée à la quantité de personnes aussi. Et évidemment, là, c'est l'image que ça prend. De ce point de vue-là, malgré tout le succès qu'a remporté l'émission Radio Collège, qui insiste beaucoup, elle, sur les autres disciplines, bien là, à la radio, on n'a pas besoin de montrer des choses. Il suffit que quelqu'un parle, puis si c'est quelqu'un qui s'exprime bien, puis s'il dit des choses intéressantes, on va l'écouter. Hein? Et donc, il y a là un succès d'estime qui peut venir assez rapidement, mais l'image, effectivement, ça constitue une difficulté supplémentaire. Puis aussi, puis là, j'ai beaucoup de pudeur à parler de ça parce que, en fait, l'expertise est à côté de moi. Moi, chez Louis, là, je regarde plus comme, je dirais, un philosophe des sciences dilettante ici. Là. Donc, c'est plus, c'est pas comme les tout bons profs, là, je commence en disant, je ne suis pas expert de ceci. Mais c'est intéressant pour l'histoire de l'université. Le pavillon lui-même est complètement démesuré. Oui. Et donc, c'était... moi, je suis né en 1975, j'ai grandi au pied de l'Université de Montréal, d'accord, près du CEPSA. Donc, pour moi, le pavillon principal, c'est quelque chose que je voyais les films, puis quelque part, en fait, c'est que je vois toute ma vie, parce que toute ma vie, il y a eu cet immense ovni au sommet de la montagne. Mais imaginez, à l'époque, à quel point c'était la démesure encore plus grande. Donc moi, j'ai interprété, parce que moi aussi, ça m'a frappé l'espèce de bourdonnement. Oui. Et surtout qu'ils n'ont pas tant d'étudiants que ça. À un moment donné, dans le troisième film, il dit qu'il y a 20 000 étudiants sur tout ce campus-là, juste toute proportion gardée. Et il faut se souvenir que ces étudiants-là sont des étudiants réguliers des institutions affiliées et annexées. Ça veut dire que vous pouvez enlever déjà 10 000 étudiants. Bien, la Faculté des arts et des sciences a 20 000 étudiants. D'accord? Donc, c'est pas toute l'université. Ouais. Donc, ça veut dire qu'on a beaucoup augmenté, on a densifié la participation au campus. Oui, il y a eu des nouveaux pavillons ici et là, mais pas tant que ça. Et donc, le bourdonnement, puis là, je fais pas un procès d'intention, mais je fais une hypothèse, c'est qu'il fallait, en quelque sorte, aussi montrer que cet énorme pavillon avait une fonction. Parce que c'est complètement disproportionné par rapport aux constructions de l'époque. Et donc, de montrer le bourdonnement, moi, comme donateur, j'aurais compris. Oui. Si on m'avait montré ce film-là, que je voyais le bourdonnement, c'est OK, bien sûr, c'est tellement grand. Ça doit être incroyable, c'est une ruche. Et donc là, c'est moi qui tombe. L'autre, c'était l'arbre. Là, moi, je suis dans les abeilles du bourdonnement. Mais c'est... Le bourdonnement, moi, m'a frappé. Moi aussi, l'activité frénétique, oui. Alors que, étant donné le nombre d'étudiants dont il parlait, ça ne devait pas être... Mais, je veux dire, on voyait les voitures, là, mais ça ne devait pas être un campus si dense que ça. Parce que distribuer tout ce monde-là, en fait, distribuer la moitié du nombre d'étudiants d'aujourd'hui,
et il y avait moins de personnel aussi d'administration. Il y avait professeurs, il y en avait, je dirais, le nombre était pas pire. Moi, c'est l'autre chose qui m'a déprimé un peu, c'est que le nombre des professeurs n'a pas augmenté de manière, je dirais, corrélée à l'augmentation du corps étudiant. Heureusement, on a beaucoup de chargés de cours aujourd'hui là, qui soutiennent ça, mais c'est quand même des changements de la construction de la population là, de l'Université de Montréal. Mais la frénésie, là, moi, je l'associais au fait qu'il y a un immense pavillon, puis il faut expliquer qu'est-ce qui se passe là-dedans. Puis si on avait vu 1 ou 2 personnes marcher tout seul dans un couloir, bien, avec tous les collègues de fond, avec Dupuis Frères et tout ça, ils se disaient, là, attendez, là, peut-être qu'on aurait pu faire plus petit. Expliquer aux payeurs de taxes aussi, Oui. aux donateurs, aux payeurs de taxes, parce que là, on s'imagine aussi, le building, aujourd'hui, on le voit, ou comme tu l'as vu, à partir de 1975, à une époque où il y avait probablement très peu de buildings de cette envergure-là à Montréal, où il n'y avait pas un building au centre-ville, ou presque. C'était très monumental, et j'imagine qu'il y avait des questions qui se posaient aussi dans la population quant à la légitimité de... Bien, surtout qu'il y avait eu des expropriations du côté du Don-Petit. Bon, c'était pas aussi développé qu'aujourd'hui, là, mais il y a eu des expropriations quand même. Oui. Donc, à un moment donné, il faut justifier ou donner du sens. Oui, en effet. Peut-être une autre question. On a l'impression que, à l'exception du premier film, où là, le lien avec l'effort de guerre est explicité, puis à l'exception de ce qu'on pourrait appeler la contribution générale à la science, les liens entre l'université et la société sont assez ténus. Il y a quelque chose de faible. On le ressent particulièrement bien dans le dernier film, d'ailleurs, où on a l'impression qu'il n'y a pas dans le choix de l'université de relation avec l'univers social dans lequel les étudiants baignent. Sinon, la musique, là. On peut dire ça comme ça, mais bon, ça reste quand même un peu anecdotique. Est-ce que vous avez des hypothèses quant à cette espèce de faiblesse? Parce que c'est une vraie interrogation. On pourrait légitimement se dire, est-ce que c'est encore comme ça aujourd'hui? Moi, ça m'interpelle beaucoup comme question, puis là, je l'exprime à titre personnel et non pas comme doyen. Okay? Non, mais je veux juste le dire, là, c'est une intuition. Il y a deux... Quand on regarde un peu l'espèce d'imaginaire collectif de l'Université de Montréal, il y a comme deux forces en présence. Et moi, je partage la même lecture. Quand on le voit, ici, là, ce qu'on a, c'est, oui, on parle à un moment donné de la nation, puis on parle, mais franchement, on parle le développement des Canadiens presque comme individus. Oui. Donc, il y a quelque chose, c'est des professions libérales, je dirais, c'est le développement, donner la capacité aux individus d'atteindre leur potentiel. On ne l'aurait pas dit comme ça, mais c'était la prospérité individuelle, je dirais, à la limite, oui, pour le bien de la nation, mais c'était dans un idéal de profession libérale. Donc ça, c'est une fréquence, j'ai envie de dire, très puissante à l'Université de Montréal. Mais il y a toujours eu l'autre fréquence, puis là, moi je suis obsédé avec le frère Marie-Victorin. Quand on lit le frère Marie-Victorin, donc ça prédate ces films-là, mais là c'est le bien commun, là c'est l'épanouissement humain, c'est contribuer à l'humanité, et donc, mais ces deux choses-là, à travers l'histoire de l'Université de Montréal, puis vous pourriez mieux le dire que moi, là, mais ils sont toujours là. Là, dans les films, on présente surtout la première fréquence, qui est plus, on va vous permettre de vous épanouir ou de vous développer ou d'avoir des outils comme individu. Et non pas l'université comme, on est ici pour faire grandir l'humanité. De ce point de vue-là, la métaphore plutôt ratée de l'arbre est très significative. Moi, quand j'ai vu le titre
sans avoir vu le film, je me disais, ah ben, ils vont parler de Marie-Victorin, puis de sa célèbre conférence sur l'arbre, qui a été diffusée, là. Ça a été reproduit partout, ça a été diffusé, rediffusé à la radio. Évidemment, il n'y a pas trace de ça, hein. Il n'est pas du tout question de ça. Il n'est pas non plus question d'une mise en forme philosophique déjà très ancienne de la conception du savoir qui représente le savoir comme un arbre. Hein? Et le fruit. Moi, Et il y a les une scène- fruits, il y a avec une ses scène fruits. où il y a les Ben jeunes oui. sous l'arbre. Puis là, je dis, ça sent le péché. Il y avait. Non, mais là, je me disais, moi, je m'attendais. Au début, je me dis, c'était tellement gros, l'arbre, Ouais. qu'à un moment donné, je me dis, est-ce qu'il est en train de s'amuser avec nous? Est-ce que c'est ironique? Moi, je m'attendais à ce qu'il y ait une pomme à un moment donné Qui tombe. et qu'il meurt dans le fruit de la connaissance. Mais c'était. C'est ça. Disons que c'était pas le plus convaincant. Non, sûrement pas. Mais c'est frappant de voir cette incapacité d'aller vers des métaphores qui auraient davantage d'ampleur. Ça- Mais moi, c'est surtout. Il reste que c'est une université catholique Oui. dans son ADN. C'est bizarre d'utiliser ça Oui. d'une manière, j'ai envie de dire, premier degré. Oui. Alors que toute l'iconographie, je dirais, est à portée de main. Là. Elle n'est pas. C'est d'autant plus bizarre que c'est quand même le seul des 4 films où on voit apparaître dans toute sa pompe Ouais. le conseil de l'université avec le cardinal Léger et puis avec le recteur et puis les autres qui portent des ceinturons violets, là, pour ceux qui ont mon âge, qui savent ce que ça signifie. Donc, il y a là quelque chose qui est tout à fait surprenant. C'est un peu comme si la dimension catholique de l'université avait été réglée parce qu'on avait parlé de la chapelle. Et aussi, mais là, je me souviens plus c'est dans quel film, à un moment donné, je trouvais ça particulier parce que quand on voyait les jeunes, mais c'était dans l'arbre en fait. Donc, il y avait les jeunes qui se présentaient, Oui. qui disaient dans quoi ils étudiaient. Puis on a eu un étudiant en sciences religieuses, un en études médiévales. Ben oui. Et là, je me dis, OK, mais il y avait. Oui, j'aime beaucoup la philo médiévale, c'est pas ça, c'est juste, c'était surprenant que Oui. ça soit ça qui soit choisi. Oui. Juste ça, en fait. Et là, je repensais au conseil de l'université. Puis là, je me disais, est-ce que c'était pour rassurer les commanditaires? Est-ce que c'était pour conforter quelqu'un? Parce qu'au même moment, à l'université, il y avait déjà plein d'autres choses. Mais c'est certain que cette période-là, hein, la période de l'arbre, là, 62, c'est une période où l'Institut d'études médiévales de l'Université de Montréal est particulièrement réputé. Oui. On recrute des professeurs importants, il y a des publications on reçoit beaucoup d'échos. Mais une fois qu'on a dit ça, on a l'impression qu'on a fait un commentaire un peu inepte, hein, parce que c'est pas ça l'enjeu. L'enjeu de l'énumération des disciplines, ça semble pas être ça. Ça semble pas être lié à quelque chose qui serait à rapporter à la société dans son entièreté. Mais je fais un parallèle avec je m'universifie. Donc, je m'universifie. Là, vous avez. Là, c'était le côté là, 2 millions de l'espace, là, acoustique, mais aussi, je dirais, les bâtiments très. Le brutalisme ici et là. Oui. Donc, c'était vraiment l'espèce de catalogue de voici, nous sommes vraiment modernes. En même temps, on va avoir une posture ironique et détachée par rapport à ça, mais on est content de vous la montrer quand même. Mais la mise en valeur, c'était le volume de bâtiments. Oui. Alors que plutôt, c'était le volume de discipline. Oui. Donc, dans les deux cas, c'est Oui. comme si la taille définit. L'Université de Montréal se définit beaucoup trop par sa volumétrie. Oui. C'est juste qu'elle change de mesure, elle change de devise, mais c'est toujours sa taille. Oui. Alors que c'est pas très intéressant. C'est pas. Non, il n'y a rien.
je dirais, au plan épistémologique, il n'y a rien là qui Non. peut exciter quelqu'un. Mais c'est d'autant plus frappant, cette dimension-là, que dans, justement, le film « Je m'universifie », on découvre les disciplines en se promenant, mais surtout en allant lire Oui. les espèces d'énormes blocs de béton sur lesquels les noms des facultés sont inscrits. Et donc, il y a quelque chose qui relève encore une fois de ce qu'on pourrait appeler l'architecture ou l'aménagement ou je dirais la définition des objets architecturaux eux-mêmes. Donc, on est là aussi un peu en décalage. Ça, moi, c'est quelque chose qui m'a... J'ai pas encore décidé si ça me donnait de l'espoir ou si ça me déprimait, mais ça me fascinait toutes les institutions, en fait, toutes les choses qui n'existent plus. Oui, il y en a beaucoup. Et donc, c'était l'impermanence des choses qui m'a frappé. Que ça soit, à un moment donné, l'espèce de petit... pas d'un autobus, mais c'est un petit train qui amène jusqu'en haut. Mais ça, là, franchement, ça a probablement fonctionné sur le campus moins de 10 ans. Et donc, c'était de voir, il y a des choses qui sont là qui n'ont pas changé. Et ensuite, à l'intérieur de cette coquille métastable, il y a plein de choses construites par des êtres humains, mais qui ont eu une durée de vie de 20 ans. L'ancien HEC, Oui. qu'on appelait le HEC, inauguré en grande pompe en 1970. Bien, en l'an 2000, je me souviens plus c'est quand le nouveau pavillon de HEC près de l'école d'architecture, la faculté d'aménagement. Je pense que c'est construit un peu avant, mais que pendant un certain temps, il y a une partie des HEC qui reste dans l'ancien pavillon. Tout à fait. Mais, donc, il doit y avoir un battement de, je dirais, entre 5 et 10 ans. Mais on construit Là, je prends le HEC, là, parce que c'est un frappant. Donc, 70 inaugurations. 30 ans plus tard, ce n'est plus le HEC. Donc, là, c'est un bâtiment, là. C'est quelque chose de frappant. Et là, je prenais tous les instituts dont on a entendu parler, qui n'existent plus comme entités autonomes, mais qui ont été renommés des départements, ou c'est qu'ils ont été... C'est bien le changement, c'est pas ça. Mais c'est qu'à chaque fois qu'une de ces choses-là a été construite, élaborée, que ce soit des entités symboliques comme un institut ou comme un pavillon physique, je vous garantis qu'ils étaient convaincus qu'ils construisaient quelque chose qui serait là dans 100 ans. Oui. Évidemment, on pense à la bibliothèque monumentale qui était au pavillon principal aussi, qu'on voit. Oui. Et quand on parlait de difficultés à représenter peut-être les sciences sociales, les sciences humaines, les lettres aussi, ben ça donnait quand même quelque chose, du moins dans l'édifice, de très, très particulier. Puis, quand on parle d'impermanence aussi, la bibliothèque, je ne sais pas de quelle année à quelle année encore elle a été là, la bibliothèque centrale? La bibliothèque centrale disparaît probablement il y a encore des restes au fin des années 70, début des années 80, mais on a déjà construit la bibliothèque de droit, la BLSH, toutes les écoles affiliées ont leur bibliothèque en propre. Et la bibliothèque centrale est un lieu où on conserve des collections dont on ne sait pas encore exactement où on va les mettre. Ou un peu d'index. Un peu d'index. Les Ben livres à écoutez, l'index. de mémoire, les livres à l'index, ils étaient gardés à la BLSH, la vieille BLSH, dans l'édifice où nous nous trouvons. Précisément là où nous sommes. On est dans le vide de la bibliothèque. Hein? Vous savez, le 3e étage n'existait pas. Et donc, on est vraiment dans la bibliothèque, mais dans le vide de la bibliothèque. Et donc, il y avait une espèce de sous-sol qui était placé derrière le comptoir des bibliothécaires. Et c'est là, en principe, que se trouvait l'enfant, nous avaient dit des professeurs. Mais je n'ai jamais vérifié, donc ce n'est pas nécessairement une bonne source. Mais ça dit qu'effectivement, il y a une difficulté très grande à penser les choses dans une durée longue. Mais pour les bibliothèques, il faut toujours se souvenir que la bibliothèque Saint-Sulpice était disparue pendant 20 ans, et puis elle est revenue à travers les collections de la bibliothèque de l'université, mais pas entièrement.
Et donc, je pense qu'il y a peut-être une difficulté qui est, pour le coup, peut-être québécoise, à penser ce type d'institution dans la durée. Mais c'est l'espèce de préoccupation là, que j'essaie d'articuler. Là, si on compare à Cambridge et Oxford, puis on comprend qu'on n'est pas du tout dans la même histoire, tout ça, mais là, c'est souvent des institutions qui se transforment. Elles ne disparaissent pas, elles sont rarement remplacées. Elles sont transformées. Oui. D'accord? Nous, je regarde ces films-là et ce que je vois, c'est beaucoup de choses qui ont été remplacées. Et peut-être que c'est nord-américain qu'on pense plus en termes jetables, mais on ne parle pas de comment c'était l'Institut, est-ce que c'était afro-asiatique? Oui. Ben, on a un centre d'études asiatiques. Oui. Je veux dire, donc, on fait des activités. Mais je suis curieux d'un moment donné, pourquoi, là, j'aimerais ça aller dans l'histoire, là, pourquoi ces instituts-là ont été abolis, intégrés, et il y a une raison. Et donc, pourquoi on n'a pas juste gardé, disons, l'Institut d'études médiévales? On a un centre d'études médiévales, on en a un. Oui, Mais donc, qu'est-ce qui fait qu'on ajoute des couches géologiques, mais qu'on essaie d'effacer celles en dessous? Puis ce qui est frappant, c'est que le pavillon principal reste. Oui. On reconnaît ça, mais le reste est presque constamment aboli. Et ça, je trouve que je ne veux pas émettre un jugement de valeur, là, mais parce que c'est bien qu'on se donne la liberté de construire des nouvelles choses, qu'on ne soit pas toujours en train de fétichiser les institutions du passé. Mais ça me surprenait le nombre d'entités académiques qui n'existent plus. Et donc, moi, je vais peut-être un prochain livre pour vous, là, mais il y a quelque chose là qui est étrange. Oui, en effet. Micheline, peut-être en fait, veux-tu dire un dernier mot, mais j'aimerais, en fait, avant de terminer, on parlait de durée longue, justement. Notre événement était annoncé jusqu'à 8 heures. D'ailleurs, je vous remercie très sincèrement de rester avec nous. On pourrait peut-être prendre quelques questions du public, s'il y en a, pour terminer la séance, si vous le voulez. Ou des étonnements et des commentaires. Oui, exactement. Oui, M. Louis. Merci pour la présentation, c'est très intéressant. J'aurais 3 questions en rafale rapide. J'aimerais en savoir un peu plus sur la genèse du dernier film, Je m'universifie, si vous en savez plus, puis à quoi ça servait ou dans quel contexte c'était projeté. Deuxième, l'hôpital universitaire, qu'est-ce qui est arrivé avec ça. Puis troisième, une petite colle pour M. le doyen, la section anthropologie, où est-ce que ça a été pris? Pour la première partie de la question, je peux te donner quelques éléments de réponse, mais pas beaucoup. Pour la genèse du film Je m'universifie, j'imagine qu'il va falloir poursuivre, moi et Micheline, les recherches dans un fonds particulier qui n'est pas celui du fonds, le fonds du Centre audiovisuel, qui est plutôt le fonds du Bureau de l'information, qui est officiellement le coproducteur avec le Centre audiovisuel. Mais jusqu'à date, on n'a rien trouvé. On sait, Micheline m'a déjà dit qu'elle a vu ce film-là alors qu'elle était étudiante, probablement vers 1973. Bien, j'ai tendance à penser que oui, 73 ou 74. Donc, moi, je l'avais vu. J'en avais gardé le souvenir d'un objet brouillon, parce que probablement que les conditions de projection étaient moins bonnes que celles que nous, on a eues. Mais rien de plus. Et donc, vraiment, il va falloir chercher. On n'a pas d'idée précise. On n'a même pas, ça fait partie de nos objectifs aussi, on n'a même pas une connaissance suffisamment grande des débuts du service audiovisuel et des débuts des 2 services dont on vient de parler pour savoir s'il y avait des conflits, pour savoir qu'est-ce qui pouvait grenouiller en dessous. Donc, ça nous prive d'hypothèses. Par contre, je vous dirais, il y a quelqu'un dont vous allez réentendre parler au courant des séances de cadavres exquis, c'est Constantin Fotinas. Le réalisateur, c'est un gars qui a une formation en théâtre, lui avait une formation en études cinématographiques. C'était quand même relativement encore rare à l'époque. Je crois que l'enseignement du cinéma au Québec
dans un programme vraiment de cinéma commence vraiment dans les années qui suivent, je m'universifie. On parle de 74, 75 environ. Là. Oui, c'est vrai, c'est ça. Donc, t'as raison. Oui. Mais Constantin Fotina, c'était quelqu'un de fascinant. Il a réalisé d'autres documentaires aussi et d'autres films qu'on va vous montrer durant les autres séances. Il y avait 2 autres questions, oui. Oui. C'est dressé Il y en a une à propos des objets anthropologiques. Alors, il y en a un certain nombre qui faisaient partie des collections du musée d'anthropologie, qui étaient logés dans l'édifice ici dessous. Et vous C'est aurez ça. reconnu le canot des Corses qu'on Oui. voit au Carrefour des Arts et des Oui, Sciences. c'est ça. Alors, est-ce que c'est un progrès? Alors là, je vais peut-être aller un peu dans le même sens que M. le doyen. Est-ce que c'est un progrès que d'avoir transformé ces artefacts archéologiques et ou anthropologiques en outils décoratifs? Parce que ça sert un peu à ça, hein, dans les grands espaces en bas. Je sais pas. Ça, c'est une autre grande question, puis tard, là, mais en fait, toutes les collections d'objets. Oui, ça a été préservé, je sais. Non, mais pas juste ça, c'est qu'à vertu de. Dans des institutions d'enseignement supérieur, c'était toujours de rendre accessible aux étudiants des objets ou des cultures avec lesquels ils n'auraient pas de contact. Donc, par exemple, on a des oiseaux empaillés au campus 1000 pour que les étudiants de biologie puissent voir une première fois ces oiseaux-là, puis peut-être qu'ils ne les verront jamais. Donc, le rôle des collections, je dirais, la question, puis je ne connais pas la réponse, là, elle serait facile à savoir, c'est est-ce que c'est encore présenté aux étudiants? Donc, si ce n'est plus présenté aux étudiants, ça, c'est malheureux. Mais l'objectif des... Oui, vous avez... La collection, elle est numérisée, elle est accessible à tout le monde. Et les artefacts aussi. Oui, non, là, je sont parlais les- spécifiquement des canaux, les objets. Oui, tout à fait. Les artefacts sont utilisés dans les cours d'anthropologie. D'ailleurs, ici, c'était un des rares cours durant la COVID. C'est un des premiers cours en présence Oui. qu'on a fait. C'était ici. Et c'était un cours d'anthropologie. Et ces objets-là proviennent, en fait, ce sont les professeurs, les ethnologues qui allaient sur le terrain et Tout à fait. qui amenaient les objets aux étudiants pour qu'ils puissent ensuite les observer, les étudier. Donc, puis ils sont tous numérisés. Tout à fait. Oui. Donc, les collections universitaires, ça a toujours été ça la fonction. Est-ce qu'on les valorise assez? Là, on a des idées ou des rêves, à un moment donné, de mieux les mettre en valeur. Le mot musée est peut-être pas approprié, là, mais disons de les mettre plus en valeur. Mais pour ça, il faut que ça soit mis à la disposition des étudiants d'une manière ou d'une autre. Mais juste de les mettre de manière... Si c'est juste des décorations folkloriques, c'est pas ça la fonction. Et la troisième question. Ben, c'était l'hôpital universitaire. C'était l'hôpital universitaire. Alors, il n'y en aura pas d'hôpital universitaire. Et donc, le 500 000 qui avait été promis par la Fondation Carnegie ne va jamais être donné à l'Université de Montréal. Et les astres étaient vraiment pas bien alignés, comme on dit, parce que il y a un moment où la Fondation est tentée de revenir sur son refus. Et donc, elle fait enquête sur la faculté de médecine et elle découvre que le doyen de médecine est un employé de l'université à demi-temps seulement. Et donc, sur cette base-là, on refuse de donner la subvention. Donc, écoutez, la saga du CHUM, là, ça se prépare dans les années 20. Comme quoi, il y a un peu de permanence. Comme quoi, il y a un peu de permanence, oui, en effet. On prendrait peut-être une dernière question. Nous, on va rester disponible ensuite si vous voulez discuter avec nous, s'il y a quelqu'un qui a encore une question. Moi, je vais exprimer un souhait. Et parce que ce qu'on apprécie de ces vidéos-là, de ces films-là, pardon, c'est que quelqu'un les a faits. Et donc, je nous incite à mieux documenter, c'est
c'est pas toujours le bon terme à l'échelle individuelle, là, mais laisser des traces. Puis, je parle pas juste d'un disque dur avec 5000 courriels non lus, là, mais de laisser des traces de morceaux de l'expérience et de les mettre. Je suis pas archiviste, puis là, je fais attention parce qu'on en a des vrais ici, mais au moins laisser des traces reconnaissables de votre passage à l'université. Non, mais quelque chose que peut-être ça va être vos enfants, vos petits-enfants, une nièce, un neveu, un étudiant plus tard. Mais ces traces-là, on en a bénéficié ce soir parce que quelqu'un l'a fait. On l'avait fait de manière, avant de passer avant de déménager les 4 départements de sciences naturelles au campus 1000, on avait fait un exercice, un documentaire un peu pour documenter l'expérience avant le déménagement. Et franchement, avec très peu de moyens, mais on l'avait fait un peu dans cette perspective-là, de se dire, il y a quelqu'un qui va en bénéficier dans 40 ans. Donc, c'est important que laisser des traces. Je l'avais fait durant la COVID. Moi, j'avais été fait un journal, mais COVID, mais à l'université. Je ne voulais pas de mettre de trucs personnels. Il est très bien identifié. Et il n'est pas si intéressant que ça, mais juste de laisser ces traces-là pour que, disons, les étudiants, les profs, les chercheurs chargés de cours dans 50 ans puissent voir qu'est-ce qui s'est passé ou comment nous, on a représenté notre expérience. C'est quelque chose qu'on peut faire à l'échelle individuelle puis qu'on fait pas assez. Instagram, ça compte pas. Ça compte pas. C'est pas suffisant. Mais de laisser une trace plus contextualisée pour qu'on ne se retrouve pas avec 4 films, dont un qui se termine dans les années 70, puis là ensuite des vidéos promotionnelles très léchées, magnifiques, mais qu'on n'ait pas d'autres traces, ça serait une perte. Donc, si je comprends bien, vous nous confirmez là, que vous allez faire le dépôt de votre journal de COVID aux archives. Et tellement pas. Non, moi, dans le menu détail, ça, je n'étais pas d'accord avec ça. Ça, j'étais d'accord avec ça. Ah, mais c'est pour ça qu'on le veut aux archives, hein? Oui, c'est ça. Non, si ça serait... il y aurait une condition que ça ne peut pas être ouvert avant très longtemps. Bien, écoutez, je vous remercie beaucoup à vous, le public, d'être resté tout ce temps-là. Je vous remercie beaucoup, Frédéric Bouchard, Micheline Cambon, pour vos interventions très riches. Et puis, on se dit à la prochaine séance de Cadavres exquis, à la même place, le 19 novembre, sur le cinéma d'animation par ordinateur des premiers temps à l'Université de Montréal. Manquez pas ça. Et vous allez faire des découvertes. Oui. C'est très surprenant. Merci beaucoup. Merci.